La réflexion que je vais vous présenter aujourd'hui est issue d'un travail que j'ai mené sur les pratiques professionnelles dans la maladie d'Alzheimer. Les résultats de ce travail montrent que le temps long du terme de la vie demande bien une logique de soins spécifique qui est actuellement mal connue. Les éléments que je vais vous montrer s'appuient sur une étude qui a été faite à la demande de la Fondation Médéric Alzheimer. J'ai indiqué sur cette diapositive les objectifs et la méthode que nous avons suivie. C'est une étude qui est dite qualitative et qui s'est appuyée donc sur une méthode par entretien. Nous avons rencontré 38 professionnels, responsables institutionnels, médecins, infirmières, aides-soignants, aides au domicile, qui travaillaient dans différents endroits au domicile des patients, en maison de retraite, mais aussi à l'hôpital. Donc, comme je l'ai dit, l'objet de cette étude était les pratiques professionnelles du stade avancé ou du stade dit sévère de la maladie d'Alzheimer jusqu'à la mort. Dans les entretiens avec les professionnels, le terme de stade avancé ou de stade sévère est utilisé pour décrire des situations très variées, mais ces descriptions, justement, changent suivant les personnes rencontrées, leur profession et leur lieu d'exercice. En d'autres mots, ce que nous décrivent les professionnels ne correspond pas aux stades médicaux classiques, définis par stade léger, stade avéré et stade avancé ou sévère. En fait, les entretiens nous ont permis de dégager, non pas du point de vue de la description de la maladie, mais du point de vue de travail des professionnels, justement, 3 phases distinctes qui portent chacune une logique professionnelle, une logique de soins dominante. Alors, ce qui est important de voir, c'est qu'à propos justement de ce fameux stade avancé ou sévère, quand nous avons rencontré les professionnels et nous leur avons demandé qu'est-ce que c'est pour vous que le stade avancé ou stade sévère de la maladie d'Alzheimer, les professionnels nous ont décrit, nous ont évoqué les difficultés de leur travail qui sont liées à l'agitation et à l'agressivité des personnes malades. Ce sont là des problèmes importants qui leur requièrent du temps et des moyens. Si cette idée, en fait, semble a priori éloignée d'une idée de fin de vie, cette idée de stade avancé liée à l'agitation, les soignants les incluent néanmoins dans leur description du stade avancé de la maladie. À l'autre extrémité, on pourrait dire en aval, en fait, lorsque l'on parle justement de la fin de vie, surgissent les tout derniers instants, c'est-à-dire l'approche de la mort, la douleur, l'agonie. Là encore, les professionnels que nous avons rencontrés ont beaucoup de choses à dire. La question ou le mot même des soins palliatifs est très présent dans leur discours. Et si la mort leur pose des questions et des problèmes, celles-ci ont néanmoins été identifiées et les professionnels se sont plus ou moins organisés pour y faire face. Mais il reste une inconnue en fait. Et cette inconnue, les professionnels n'en parlent pas ou peu, et c'est cette phase de dépendance totale, une phase au cours de laquelle le patient ne marche plus, ne parle plus, ne s'alimente plus. Et cette phase peut renvoyer, pour beaucoup de patients, à un temps long du terme de la vie. Si elle est parfois limitée à quelques semaines, elle peut durer plusieurs mois, voire pour certains patients années, et elle débouche inéluctablement sur la mort. C'est cette phase de dépendance totale qui reste souvent absente des discours des professionnels, ou bien elle est évoquée très laconiquement. Et pourtant, en approfondissant les échanges, nous nous sommes aperçus que cette période, qui est peu visible, suscite beaucoup de questions. La dépendance totale, c'est le stade du repli, de la non-communication, de la fin des interactions, avec le risque d'une quasi-disparition de la personne avant même sa mort. Cette phase porte une interrogation persistante et ouverte pour les professionnels. Comment interpréter le regard de la personne malade? Comment évaluer facilement sa douleur? Que penser d'un arrêt d'alimentation? Comment savoir s'il y a encore quelque chose dans sa tête? Ce qu'il faudrait faire pour elle? Ce qu'elle en pense? Comment soutenir ses proches? Alors que la conduite à tenir face aux problèmes d'agitation des patients ou de fin de vie, même si elle est difficile, est balisée, les pratiques face à cette dépendance totale apparaissent peu explicites. Pourtant,
d'après notre analyse des logiques des professionnels, l'évolution de la maladie vers la dépendance totale déclenche un véritable changement dans leur logique de travail, dans leur logique de soins. En effet, les entretiens nous permettent de dégager ou de caractériser 3 phases distinctes qui portent en elles-mêmes une logique dominante. Rassurez-vous, je ne vais pas vous décrire en détail le contenu de ce tableau, mais plutôt en examiner les points principaux. Donc il y a 3 phases principales, 3 phases distinctes. Une phase qui correspond aux pratiques de stimulation, une phase qui correspond, nous avons nommé des pratiques de confort, et une phase des pratiques de soins palliatifs terminaux. Donc au début de l'institutionnalisation, la logique principale des professionnels reste celle qui domine depuis l'annonce, le diagnostic de la maladie. C'est la logique dite de stimulation. Il s'agit de sauvegarder le plus longtemps possible les capacités, et les professionnels cherchent à ce que la personne garde une autonomie, dans le sens de puisse se débrouiller seule. Ils visent par là, par une certaine forme de réadaptation, le maintien maximal des capacités fonctionnelles pour la vie quotidienne. Mais avec l'aggravation clinique, les soignants vont demander et attendre de moins en moins de la personne malade. Ils vont changer de logique de travail progressivement. La personne glisse petit à petit, ou parfois brutalement, vers un stade où elle devient très dépendante et où les interactions diminuent. Ce moment est aussi une sorte de soulagement pour les professionnels, dans le sens où ils n'ont plus à se battre pour essayer de promouvoir la sauvegarde des capacités. Ils peuvent alors plus se centrer sur l'accompagnement, la recherche de ce qui fait plaisir. Il s'agirait alors de laisser l'objectif d'autonomie pour aller vers l'idée d'accompagnement, en tout cas c'est le mot qu'ils utilisent, sur une assez longue durée. C'est également le moment d'un alourdissement progressif de la charge de travail. Ainsi, pour les professionnels, ils vont laisser de côté les pratiques de stimulation pour ériger le confort comme leur priorité principale, sans référence à la mort prochaine. Le patient est dans une phase durant laquelle les pratiques se réorientent vers une logique de soins que l'on pourrait appeler des soins palliatifs chroniques. Ceci ne serait pas l'équivalent des soins de la toute fin de vie, destinés à améliorer les symptômes au moment de la mort, mais, comme dans la maladie cancéreuse, les soins palliatifs vont privilégier le confort au traitement spécifique de la maladie. Et en l'occurrence ici, le traitement spécifique, entre guillemets, c'est une analogie avec le cancer, de la maladie d'Alzheimer, c'est en fait le traitement de stimulation. Donc l'idée, c'est de faire passer en avant les soins palliatifs de confort avant la logique de stimulation, qui est la logique du traitement pour endiguer l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Donc ce qui est bien important de comprendre là surtout, c'est que cette forme de chronicité est une situation qui est totalement différente de la phase temporaire et évolutive de la fin de vie qu'on le connaît bien dans le cadre du cancer. Et que donc elle doit être étudiée pour elle-même et en elle-même. Elle soulève des attentes et des besoins spécifiques en termes de réponse professionnelle et d'accompagnement, que ce soit de la personne ou de son entourage. Et puis, la maladie continuant à évoluer, en fait, la mort approche, selon les situations progressivement ou rapidement, et les professionnels, pour les derniers instants, vont passer à la logique de soins palliatifs de fin de vie, de soins palliatifs terminaux. Il y a à ce moment-là une évolution des décisions thérapeutiques, l'arrêt des traitements, la prise en charge des symptômes d'agonie, des soins de nursing renforcés, la présence auprès des personnes malades et le renouvellement des relations avec les proches. Et c'est dans cette phase de soins palliatifs terminaux que des protocoles sont évoqués à plusieurs reprises. Donc à cette phase, en fait, l'ensemble de l'équipe soignante semble retrouver des repères précis pour ces pratiques. Et ces pratiques n'apparaissent plus spécifiques finalement de la maladie d'Alzheimer, alors que la phase précédente semblait plus spécifique de la maladie d'Alzheimer. Donc je conclus, si ce travail permet de mettre en évidence des changements de logique dans les discours, les frontières entre pratiques de stimulation, phase de soins de confort chronique et phase de soins de fin de vie varient selon les patients, mais aussi selon les institutions et selon les types de professionnels que nous avons rencontrés. Il faudrait donc des travaux complémentaires pour approfondir cette question. Ainsi, il y aura un enjeu en termes de recherche à mieux connaître, au-delà des discours, ce que sont ces changements de logique et de préciser
ce que réalisent effectivement les professionnels auprès des personnes malades très dépendantes. Tandis que l'enjeu en termes d'action serait d'aider les soignants en permettant d'étayer leurs pratiques. Il faudra en effet mieux soutenir les pratiques déjà développées sur le terrain en les désignant et en formalisant leur cadre et leur contenu. Donc, pour conclure, je pense que la logique spécifique de soins de confort chronique, déconnectée d'une mort proche, d'une mort à court terme, est un concept à approfondir, à formaliser et à développer dans le cadre des pratiques auprès des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je vous remercie de votre attention.